Désolé pour mes fautes en français. Ma thèse porte sur le sujet de la validation des systèmes de commande et d'attitude d'orbite des satellites par analyse de robustesse avancée. Mes directeurs de thèse sont Clément Ross et Jean-Marc Bianic, et j'ai aussi un superviseur au CNES qui est Hélène Evan, parce que cette thèse est cofinancée par l'ONERA et le CNES. Le plan de ma présentation est le suivant. Du coup, je vais commencer par les contextes, les motivations de la thèse, les contributions et les résultats, et les perspectives. Qu'est-ce que c'est un SCAO? Le SCAO, c'est les systèmes d'attitude, de contrôle d'attitude et d'orbite d'un satellite. Du coup, les sous-systèmes du satellite qui utilisent des capteurs et des actionneurs pour estimer et corriger l'orientation angulaire du véhicule dans l'espace. Et du coup, c'est vraiment le sous-système du satellite qui lui permet de s'orienter vers une cible et de garder une certaine attitude. Du coup, le flux de développement d'un SCAO comprend des étapes, généralement, qui sont les suivantes. On dérive d'abord un modèle non linéaire et on le linéarise autour des conditions nominaux. On fait la synthèse du contrôleur sur les systèmes linéarisés en respectant les spécifications qu'on a imposées, qu'on veut. Et on valide ces contrôleurs sur les systèmes linéarisés dans une manière préliminaire et rapide par rapport aux incertitudes qu'il y a dans les modèles. Par exemple, pour un satellite, on n'est pas certain de connaître la valeur exacte de la masse ou de l'inertie, et du coup, on ajoute des incertitudes sur ces paramètres et on lance une analyse pour voir si notre système, notre contrôleur, respecte les spécifications dans toutes les conditions qu'on peut obtenir avec ces incertitudes. Et ça, c'est le focus de la thèse. Si le système est validé dans les conditions linéaires, on passe aux simulations non linéaires à notre fidélité. Et ça, c'est le dernier step du développement. Le sujet de la validation, du coup la VMV, la validation et vérification des systèmes SCAO est un sujet très intéressant, très important aujourd'hui pour les agences spatiales, et parce que ça peut représenter jusqu'à 80% du temps total de développement d'un SCAO. Et du coup, les agences s'intéressent à de nouveaux outils pour la validation des systèmes SCAO. Dans le contexte de ma thèse, j'ai pu participer à un groupe de travail qui a été constitué entre les agences spatiales, l'Agence spatiale italienne, l'ESA, le CNES, le DLR, la NASA et l'ONERA, pour promouvoir les transferts d'outils du monde académique vers l'industrie dans ce domaine. Et cette thèse, j'ai mentionné avant, a été cofinancée par le CNES par les 50% dans le contexte du PIC COSOR 2. Et aussi l'ESA, comme Philippe le mentionnait, a accueilli ma mobilité aux Pays-Bas. Du coup, ici, je vais présenter quelques méthodes qui sont utilisées pour la validation d'un SCAO. Du coup, la méthode qui est le standard actuel industriel, c'est de lancer des simulations de Monte Carlo. Du coup, on a un système avec des incertitudes, la masse, l'inertie du satellite, et on lance des simulations temporelles avec des valeurs échantillonnées de ces paramètres, du coup plusieurs masses et plusieurs inerties, et en combinant les incertitudes. Et on voit si le système respecte les spécifications dans toutes les conditions. Ça, c'est vraiment le standard et peut être utilisé pour traiter tous les systèmes linéaires, non linéaires, avec beaucoup d'incertitudes. C'est très intuitif et très simple, du coup, c'est vraiment très utilisé dans toutes les applications. Mais le problème, c'est que ces simulations peuvent devenir les coûts des temps de calcul peut être très élevé. Du coup, si on lance beaucoup de simulations, le temps qu'il faut pour arriver au bout, ça peut devenir très long.
Les simulations de Monte Carlo sont des algorithmes randomisés, du coup, on ne peut pas détecter des conditions pires cas qu'on peut avoir sur l'ensemble de nos incertitudes. C'est pour ça que dans les années 80, on a introduit la myoanalyse, qui est une approche sans simulation, permettant d'identifier les conditions pires cas d'un système par rapport aux incertitudes qu'on a introduites dans le modèle. Cette analyse est aujourd'hui prête pour l'intégration industrielle par rapport aux outils qui ont été développés, mais s'adresse uniquement au système linéaire. Du coup, ça ne peut pas traiter des non-linéarités, des incertitudes et tout ça. Il y a aussi une troisième analyse qui a été développée, qui est la myoanalyse probabiliste. Du coup, ça consiste pas seulement à identifier des conditions pires cas, mais aussi à calculer la probabilité que ces conditions pires cas soient vérifiées. Et cela permet de réduire les risques qu'un contrôleur est invalidé par rapport à cause des conditions extrêmement rares qu'on n'obtiendra jamais. Du coup, vous pouvez voir la synthèse de ces méthodes dans la figure. Si on est dans la partie à gauche, du coup, si on a une probabilité d'échec qui est très élevée, nos simulations de Monte Carlo peuvent effectivement identifier des conditions très facilement. Par contre, si la probabilité d'échec est très basse, du coup, si on est dans la partie droite de cette figure, les simulations de Monte Carlo n'arrivent généralement pas à identifier ces conditions pires cas, mais il faut utiliser d'autres méthodes, comme par exemple la myoanalyse. Du coup, l'application de la myoanalyse dans le processus de la validation d'un SKO, c'est de valider ou invalider dans une manière préliminaire notre contrôleur et d'orienter les simulations de Monte Carlo qu'on effectue sur les modèles non linéaires vers des conditions pires cas. Du coup, dans la figure, on commence par le design de notre spécifique. On s'intéresse à la spécification du satellite, on fait le design du contrôleur. On valide ou invalide rapidement ces contrôleurs sur le système linéaire et après on passe aux simulations non linéaires si la myoanalyse a donné un résultat positif. Dans ce contexte, à l'ONERA, au DETIS, on a développé des outils pour lancer l'analyse mu-déterministe et mu-probabiliste qui sont SMAC et STOAT. Les motivations de la thèse sont les suivantes. Du coup, la myoanalyse à l'état présent ne peut pas traiter des cas qui sont très intéressants et très importants pour le monde du SKO. Elle ne peut pas traiter la norme H2, qui est une norme très importante pour ce qui concerne les micro-vibrations. Du coup, ça a un impact tous les bruits acoustiques qui réduisent la résolution des images d'un satellite. Et la norme H2 donne une idée de comment la performance est dégradée par les satellites. La norme H infini, qui est une norme très utilisée dans les contrôles robustes, et permet de calculer comment l'énergie d'une entrée est amplifiée par les systèmes. Et après, on s'intéresse aussi au système temps variant que la myoanalyse classique ne peut pas traiter. Pensez par exemple à un satellite avec un réservoir de carburant et au ballottement de ces carburants dans ces réservoirs. Du coup, comme je disais, les objectifs sont d'étendre les capacités de la myoanalyse dans ces trois contextes. Et je vais présenter les contributions ici. Du coup, un système incertain est généralement représenté par une transformation fractionnaire linéaire que j'ai représentée dans la figure ici. On a un système nominal, du coup sans incertitude, qu'on appelle M, et ça c'est la boucle fermée. Et on connecte ça à un opérateur qui contient toutes les incertitudes de notre modèle.
Et on s'intéresse généralement aux normes H2 et H infini qui sont très intéressantes pour les applications spatiales. Et, comme je le disais, la norme H2, c'est l'amplification d'un bruit blanc, d'un bruit acoustique par les systèmes. Et par contre, la norme H2, c'est l'amplification de l'énergie d'une entrée de notre système en énergie de sortie. La première contribution de cette thèse, c'était de calculer des bornes garanties inférieures et supérieures sur la norme H2 d'un système incertain. Du coup, la norme H2, elle varie par rapport aux incertitudes qu'il y a dans notre modèle. Et on veut avoir des bornes du coup, pour dire que notre norme H2 soit toujours comprise entre ces deux normes inférieures et supérieures. On a proposé une nouvelle méthode pour faire ça. En effet, il y avait déjà une borne supérieure dans la littérature, mais on a réduit le conservatisme de cette borne supérieure. On a démontré la borne inférieure, qui n'était pas présente en littérature. Et on a aussi réduit le temps de calcul des deux bornes avec un algorithme que je ne vais pas détailler maintenant. Cela a beaucoup d'applications. En particulier, on a appliqué cette méthode à un satellite très complexe qui est LISA, une mission de l'ESA, et ça pendant ma mobilité en fait, à l'ESA. On peut appliquer ça à l'analyse probabiliste, du coup, pour calculer la probabilité que des événements rares se vérifient. Et ça peut s'appliquer aussi à des systèmes temps discrets. Une autre application de cette norme H2, c'est l'analyse transitoire. Du coup, dans ces contextes, on ne veut pas vraiment considérer le comportement du système en régime permanent, mais on veut voir comment le système réagit à des transitoires, causés par exemple par l'impact des micrométéorites sur notre satellite, la commutation des modes et les charges mécaniques transitoires qui peuvent arriver sur notre satellite. Du coup, on a une entrée à gauche avec une certaine énergie qui passe à travers un système avec des incertitudes. Et en sortie, on aura beaucoup de réalisations par rapport aux incertitudes qu'on a dans notre système. Et on veut, par exemple, savoir si, dans la condition pire cas, l'amplitude maximale de la sortie respecte nos spécifications. Et on peut faire cette analyse du coup temporelle, transitoire, en utilisant aussi les résultats de la norme H2. Dans le même contexte, on veut aussi calculer des conditions pire cas des normes H2, du coup des réalisations pour lesquelles la norme H2 d'un système est maximisée, ou bien minimisée si on veut les cas meilleurs. Et cela est très intéressant parce que ça permet d'évaluer la précision des bornes garanties qu'on a calculées. Et cela permet d'orienter des simulations de Monte Carlo vers des conditions critiques. Du coup, quand on a la combinaison d'incertitudes qui correspond à la norme H2 plus haute, on peut orienter les simulations de Monte Carlo vers ces domaines, vers ces parties du domaine des incertitudes pour mieux investiguer cette partie-là. Et on peut faire une synthèse multimodèle des lois de commande SKO en imposant des contraintes directement sur les systèmes pire cas. On a aussi introduit une nouvelle méthode pour calculer une borne inférieure sur la norme H infinie d'un système. Cela pouvait être fait avec par myoanalyse, mais les résultats étaient très conservatifs. En fait, les résultats de la myoanalyse étaient dans la figure, la ligne verte, qui est beaucoup plus basse par rapport à la ligne rouge, qui c'est la nouvelle borne qu'on obtient avec notre méthode. Et du coup, cela permet de réduire beaucoup le conservatisme dans ces cas aussi. Et la dernière partie de la thèse s'est focalisée sur les systèmes qui varient dans le temps. Du coup, dans ce contexte, on a proposé une combinaison des contraintes quadratiques intégrales, IQC, qui sont généralement utilisées pour analyser ces systèmes qui varient dans le temps,
et de combiner ça avec la myoanalyse. En effet, ces IQC ont beaucoup de désavantages. Par exemple, il faut choisir des multipliés qui sont arbitraires et avec notre méthode, on peut s'affranchir du choix de ces paramètres et on peut réduire le conservatisme par rapport aux résultats IQC. Et aussi, on a démontré qu'on peut réduire avec cette méthode le temps de calcul et on peut du coup adresser des problèmes qui sont plus complexes par rapport à ce qu'il y a dans la littérature et ce qu'il y a dans les résultats des approches IQC. Du coup, pour la suite, on envisage d'intégrer la myoanalyse et les outils issus de cette thèse dans la validation d'un système SKO, en commençant par mon nouvel emploi. Comme Philippe disait, je vais commencer en juillet mon postdoc à l'ESA et je vais travailler sur une mission Next Generation Gravity Mission et ça sera une bonne occasion pour tester tout ça et les nouveaux outils. C'est là pour, comme je le disais, valider rapidement les contrôleurs dans les phases préliminaires de la mission et orienter les simulations de Monte Carlo vers les configurations critiques. Il serait aussi intéressant d'étendre les capacités des outils au système avec des saturations, des actionneurs. Par exemple, les rues du satellite ont un torque maximal qu'ils peuvent atteindre et ne peuvent pas dépasser. Et il serait aussi intéressant d'exploiter, par exemple, la puissance de calcul des GPU pour accélérer les calculs des bornes garanties des conditions pire cas. Mais cela, c'est vraiment un développement futur pour l'instant. J'ai publié 2 articles de revue et un 3e a été accepté en préparation. Et aussi d'autres articles de conférences comme Proceedings. Merci pour votre attention.